Dernier vendredi du mois de décembre, dernier vendredi de l'année 2021, à quelques heures de 2022. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur ORTB Live Session, ici au Novotel Hôtel de Cotonou. Alors, bonsoir à vous et bienvenue donc sur cette dernière session live de l'ORTB, évidemment sur la page Facebook de l'ORTB. Et pour clôturer cette session, nous avons choisi de vous faire rencontrer, revivre tout ce qui s'est passé l'année dernière sur les réseaux sociaux, avec un des maîtres influenceurs 2.0. Son nom, c'est bien sûr Kamal Radji. Il est avec nous, c'est lui notre invité. Bonsoir Kamal. Bonsoir Angela. Vous allez bien? Je vais super bien et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Ça vous fait plaisir d'être là avec moi ou pas? Complètement, c'est le réveillon, c'est la joie, il y a une belle joie de vivre, les gens sont en famille, donc ça me fait grand plaisir de pouvoir partager cet instant avec votre équipe et avec tous ceux qui nous écoutent. Alors, toute l'équipe de réalisation de cette émission, justement, est très contente d'être avec vous. Et notre invité, c'est bien sûr un artiste slammer. Hein? On l'a connu d'abord rappeur, après on l'a connu slammer. Yeah. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur, directeur du Bambou Numérique, c'est un centre culturel. Et ici, Kamal, nous avons pris l'habitude d'aller fouiner dans la vie privée de nos invités. Et j'aimerais bien que vous essayiez de nous jurer que vous allez y aller vraiment avec le cœur, vous nous direz tout. Ok, avec le cœur, la raison et l'amour, pas de souci. Vous allez tout nous dire. Avec grand plaisir. D'accord. Alors, nous irons tout de suite vers le premier dossier de cette émission, l'Icebreaker. Alors, ce qu'on connaît de Kamal, c'est bien sûr Kamal Radji. Ce sont les noms et prénoms qu'on vous connaît, mais j'imagine qu'il y en a d'autres que tout le monde ne connaît pas. À l'état civil, je m'appelle Radji Kamal Ayekoke. Et donc voilà, c'est mon prénom. Et c'est quoi Ayekoke, c'est mon prénom Yoruba. Ayekoke, oui, c'est ça. C'est mon prénom Yoruba, c'est le prénom que m'a donné mes parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie le berce, que la vie le porte. Donc c'est mon prénom Yoruba et je suis très fier de le porter. Après, j'ai décidé de choisir Radji Kamal pour faire simple. Pour faire très simple. Pour faire très simple comme nom d'artiste. Et voilà, je le porte très vaillamment et très fièrement. C'est ça. Alors, à l'évocation de votre prénom, Kamal, on sent très bien que vous êtes musulman. Mais je voudrais savoir de quelle partie du Bénin vous êtes originaire. Je suis originaire de Sakété, qui est un royaume Yoruba, qui est entre le Nigeria et entre le Bénin, justement dans le plateau. Et mon père vient de Sakété. Il aurait pu immigrer comme ses frères, soit vers le Nigeria, soit vers Cotonou. Parce que justement, tous ceux qui se retrouvent dans cette partie du Bénin, ils ont le choix. Suite à la balkanisation de l'Afrique, où on nous a partagé les frontières. On nous dit, vous êtes du Nigeria, vous êtes du Bénin. Donc voilà, il aurait pu choisir d'aller soit à Lagos. S'il l'avait fait, peut-être qu'à l'heure là, je serais en train de vous dire que je suis nigérien. Oui. Donc voilà, il a fait le choix de venir vers Cotonou. Ici. Donc vous êtes de Sakété. Donc je suis de Sakété, voilà. Et je suis aussi l'enfant de toutes ces femmes de Dantokpa. Toutes ces mamans, et donc voilà. Alors, dans votre famille, vous êtes combien? Et puis, papa et maman, qui sont-ils en réalité? Moi, je suis le dernier enfant d'une fratrie de 24 d'accord, enfants. Je vois pourquoi vous vous comportez parfois comme un bébé. Ah ouais. On vous doit tout, quoi. Oh non. On vous doit tout, on s'en fout. Bon, déjà... Les Benjamins, on dit souvent qu'ils sont gâtés. C'est vrai. Bon, je suis le dernier enfant d'une très grande famille. Mon père avait 3 femmes et je suis le dernier enfant de ma mère et de mon père. Un bon musulman, il avait 3 femmes. Bon, déjà, je ne dirais pas en bon musulman, d'abord en bon africain. Voilà, parce que bien avant même que la religion musulmane lui dise, déjà, en tant qu'Africain, donc il était polygame. Et comme ses pères avant lui aussi, qui n'étaient pas forcément musulmans, parce que mon père est devenu musulman.
Donc, ils ont pas, ses parents, ses pères avant lui n'ont pas connu la religion musulmane. Et donc, il est devenu musulman par choix de vie et par aussi expression spirituelle, puisqu'il se sentait vraiment proche de cela. D'accord. Donc, vous êtes le dernier de votre famille, oui, voilà, la petite famille. Oui. Alors, pouvez-vous nous décrire Kamal dans son enfance? Est-ce qu'il était un enfant turbulent ou alors révolté? Quels sont les jeux favoris de Kamal quand il était enfant? Quand j'étais plus jeune, j'étais timide jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Timide? Oui, timide. Timide. Parce qu'après, j'ai dû commencer à sortir de mes gants. Vous savez, moi, je l'ai toujours assumé. Je suis un enfant de Gbégamin. J'ai grandi à Gbégamin, j'ai grandi entre les rails, j'ai grandi dans le marché de Gbégamin. Et paraît-il que vivre à Gbégamin, c'est une attitude, c'est une vision, c'est tout... Oui, c'est une vision puisque vous êtes dans un quartier chaud de la ville. J'ai connu beaucoup d'expériences, que ce soit entre Zongo, entre Djonké, avec beaucoup d'enfants qui se promènent. Parce que aussi, vous savez, à Gbégamin, il y avait la gare. Et quand vous vivez à côté d'une gare, il y a tout qui vient de partout, dans tout le pays. Donc, vous rencontrez énormément de caractères. C'est un carrefour. Oui, un carrefour. Beaucoup de personnes qui sont venues se chercher en ville à Cotonou, donc ils passent forcément par Gbégamin. Et il n'y avait pas seulement la gare, il y avait le marché. Moi, ma mère... Ça vous a quand même façonné? Oui, ça m'a beaucoup façonné. Parce que ma mère a toujours sa boutique d'ailleurs. Une boutique, aujourd'hui, depuis que le gouvernement les a cassés, elle a sa boutique de charbon, elle vend du charbon maintenant, donc elle est toujours à Gbégamin là. Donc il y a toute cette histoire-là qui vous touche, toutes ces rencontres, la rue. Donc vraiment, il y a une attitude... Donc vous étiez beaucoup dans la rue, c'est ça? Oui, j'étais au marché, je traînais avec énormément d'enfants de la rue. Je tenais vraiment, déjà à mon âge, je rencontrais déjà des enfants qui n'avaient ni père ni mère et qui étaient livrés à eux-mêmes. Donc c'est comme le ghetto des États-Unis. Oui, c'est le ghetto dont d'autres doivent vivre en déchargeant des wagons, en prenant du charbon, en prenant des bois. Donc moi, il y a tout ça. Bon, enfin, je travaille avec eux. Vous avez pris du charbon aussi? Oui, je prenais du charbon. Sur la tête? Sur la tête, ou soit en accompagnant ma grand-mère. Déjà, on voit comment est-ce qu'on peut entreprendre, toutes ces femmes qui entreprennent. J'avais déjà mon petit business très tôt de vente de sachets ou de vente de mangue quand ça arrivait à la gare, quand c'était la saison, ou de vente de lios. Ou voilà, il y a toute cette attitude-là. Mais est-ce que vous avez quand même eu le temps d'aller à l'école? Quelles études vous avez faites? Oui, forcément, parce que vous êtes d'une grande famille. Ma grand-mère qui était quand même très instruite. Et avec toute cette histoire-là, vous ne pouvez pas vivre comme les autres. Donc vous devez aller à l'école. Moi, j'étais à Gbégamin Nord, puis après j'étais dans une école privée, puis après je suis allé à Gbégamin Sud, puis je suis allé au collège catholique Père Opierre, donc vous voyez Père Opierre qui est dans Gbégamin aussi. Donc il y a toutes ces choses-là, toutes ces couches sociales-là qui façonnent l'humain que vous devenez. Donc, vous avez eu votre bac? Oui, j'ai eu mon bac. Au deuxième coup? Au deuxième coup. Parce que ma petite enquête, j'ai fait une petite enquête pour savoir. La première, j'ai écrit pas mal d'articles sur ça. Et justement, après le bac, est-ce que vous avez continué vos études? Après le bac, j'ai continué mes études. Je me suis inscrit en sciences juridiques à l'université d'Abomey-Calavi et aussi en faculté. Pourquoi les sciences juridiques? Les sciences juridiques parce que je voulais connaître le droit, parce que je voulais défendre les gens. Moi, je voulais pouvoir être capable de connaître le droit, la loi, pour pouvoir l'expliquer. C'est pour ça que je vous demandais, aux gens beaucoup plus faibles. Si vous aviez été un enfant rebelle très tôt ou révolté? Très tôt, j'ai été révolté. Donc déjà, je vous parlais j'étais timide jusqu'à 7 ans. Puis après, la rue m'a façonné. Donc j'ai dû apprendre à me défendre par moi-même. C'est ça. Et à l'âge de 15 ans, j'ai fait un gros break-up qui m'a poussé à commencer à me poser des questions sur la vie, sur pourquoi il y avait des riches, pourquoi il y avait des pauvres. Tout ça vous étonnait? Oui, ça m'étonnait. Et parce que je voyais l'injustice, je voyais vraiment la pauvreté, je voyais des gens il y avait toutes ces inégalités-là. Et ça a commencé à me poser des questions. Et vu que
moi, j'étais très proche de ma grand-mère qui est quand même morte à 100 ans. Elle a commencé à me dire, vas-y, si tu veux comprendre le monde, elle disait toujours, si tu veux comprendre le monde, suis l'argent. C'est ça. Elle avait de ces petites techniques de dire. Et en suivant l'argent, j'ai commencé à lire. Et sinon, mais finalement, aujourd'hui, Kamal est devenu un adulte. Est-ce qu'il y a des enfants ou alors une femme qui est arrivée à contenir un peu le cœur de Oui, Kamal. J'ai 2 enfants. J'ai une fille de 8 ans et j'ai un autre garçon qui vient de naître. C'est ça. Et l'heureuse élue de votre cœur, c'est qui? C'est celle qu'on a découverte sur l'émission The Voice. Oui, c'est ma compagne, c'est ma femme, Mathilde Toussaint Agboton. C'est ça, mais c'est ça. Donc c'est elle qui vient de vous faire un enfant? Oui. Un garçon, une fille? Un garçon. D'accord. Toutes mes félicitations. Merci Il n'y a pas si longtemps, non? Vraiment, hein. Alors, quels sont les reproches qu'elle vous fait souvent? En fait, je veux connaître vos qualités et vos défauts. Qu'est-ce que vous-même vous reconnaissez en tant que défaut et puis quelles sont vos qualités? En tant que défaut, je pense que je ne lâche pas. Vous êtes têtu, oui, vous l'avez dit? Oui, je suis têtu. Est-ce que je dirais que c'est têtu? Je pense que j'ai envie de savoir par moi-même. Et si je ne suis pas convaincu, je continue toujours à chercher par moi-même, quitte à me casser la tête, à reprendre, mais à ne pas lâcher. Je trouve que c'est un grand défaut, parce qu'on peut parfois perdre du temps. On peut parfois aussi perdre toute l'architecture qui est autour. On peut parfois aussi perdre les gens que vous aimez. Mais aussi, parfois, je trouve que c'est une très grande qualité. D'accord. Et l'autre qualité, ça, c'est un défaut, vous l'avez dit. Oui. Maintenant, quelle est la qualité que vous reconnaissez ou qu'est-ce qu'elle vous dit souvent? Vos amis aussi? J'aime trop les gens. J'aime trop l'humain. Vous trouvez? Oui. Parce que parfois, je dis des choses qui ne me regardent pas, en fait. C'est ça. Mais à la recherche de la logique, je pense que tous les êtres humains devons être témoins de la logique. Côté nourriture, qu'est-ce que Kamal aime? Est-ce que vous êtes totalement consommant local ou alors vous êtes totalement consommant local. J'aime local béninois. Oui, béninois. Et quel est le plat préféré de Kamal? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, donnez-nous 2. Faire simple, qui ne lâche jamais, c'est le gari. Ah. Voilà, et donc on peut évoluer crescendo. Après le gari, il y a sa sœur jumelle qui est l'haricot. Voilà, après tout ça, il y a le gombo, il y a la pâte, il y a le nénoui, voilà. Bon, donc, bienvenue en Afrique alors, au Bénin. Bravo à vous, nous avons pris du plaisir donc à vous découvrir autrement, comme je le disais à l'entame de cette émission. Nous allons donc passer à la deuxième étape. Je vous signale que vous l'avez passée la première avec brio. Et Janvier est avec nous. Nous allons donc lui demander le jingle du moment de vérité. Ce sont les moments de vérité de Kamal. Tes premières scènes en tant qu'artiste, tu les entames, vous les entamez, pardon. Comment et à quel moment? Mes premières scènes en tant qu'artiste, c'était dans les journées culturelles des différents collèges. Parce que tout à l'heure, on parlait. À quel âge? Déjà à 10 ans, j'étais déjà sur scène. J'ai appris que c'est à 8 ans que vous commencez à rapper. J'ai pas envie d'exagérer, mais c'est vrai que c'était à 8 ans que j'ai commencé à rapper. Mes premières scènes. Mon premier groupe s'appelait 2M. C'était avec un frère qui s'appelle Elias, qui est un métis nigérien du Vietnam. Salut Elias, il est maintenant au Togo. C'était mon premier groupe de rap. Puis après, j'ai énormément évolué, le DBZ. Après, j'ai créé un autre groupe avec d'autres frères qui sont très connus aujourd'hui, qui s'appelle Enigma, et aussi Jupiter, qui évolue du niveau de la Guinée, qui s'appelait Deschoises à l'époque. On sait que le rap, c'est un mouvement vraiment révolutionnaire qui est né dans les ghettos des États-Unis. Mais à quel moment, vous, précisément, votre engagement, je dirais, révolutionnaire naît? Quel a été le déclic? Moi, je dirais déjà que le rap était en Afrique bien avant même qu'on le découvre dans les ghettos de Harlem, puisque d'habitude, après, ce sont les Noirs aussi qui l'ont exprimé. Le rap était en Afrique
depuis très longtemps, comme beaucoup de musiques. Quand vous prenez par exemple le Gbessissa, de nos ancêtres dans les couvents, de nos prêtres dans les couvents, c'est le rap. Quand vous prenez les griots africains, c'est le rap. Et c'est toute cette dynamique, ce rythme avec de la façon de dire, avec de la poésie qui vraiment fait notre identité. Donc souvent en Afrique, on aime bien croire que, en Afrique contemporaine aujourd'hui, croire que non, ce sont les autres qui nous ont apporté les choses. C'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'ici. Donc moi, toutes ces choses-là m'ont inspiré. Et entre le rap ou le slam, ce n'était qu'un pas. Vu que j'avais déjà commencé très tôt, j'ai eu la chance de commencer la musique et de voir énormément de groupes de rap qui sont devenus vraiment des pionniers, de vivre des scènes pour eux. Et tout ça a façonné vraiment ma carrière artistique. Je veux comprendre, à quel moment vous pensez que, en fait, en vous inscrivant dans ce registre, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs? C'est-à-dire, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez fait le droit. Oui. Donc, vous aviez toujours envie de parler aux gens, de défendre les gens. Oui. Mais passer du droit au slam, et puis, enfin, au rap, et puis ensuite au slam, Oui. Qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce qui vous fait croire que justement, avec ça, avec le slam ou bien le rap, vous allez pouvoir vraiment assumer votre engagement? Bon, à la base, moi, comme je dis, entre 8 ans et 20 ans déjà, j'avais 12 ans de scène. J'avais une habitude déjà de 12 ans de scène. D'accord. À la base, je faisais du rap. Moi, le déclic où je suis passé du rap au slam, ça s'est fait à 15 ans. Parce qu'à 15 ans, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je fais en sorte pour que mon discours rentre dans les salons, dans les endroits où on décide. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais plus forcément faire du rap, je vais commencer à parler comme les griots. Et j'ai choisi ce style-là. Et c'est en choisissant ce style-là qu'après, au fur et à mesure du temps, on m'a dit que ce que je faisais était vraiment du slam. Et c'est comme ça qu'on le faisait déjà. D'ailleurs, on était les pionniers en Afrique quand on avait monté déjà le festival Bénin Slam, déjà dans les années 2005. Et vous commencez en fait avec... Et avec ce déclic-là, justement, on a décidé vraiment de faire du slam un art d'engagement. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, qui ne fait pas du slam, qui n'a pas des choses à dire, qui ne pense pas... J'ai du mal à arrêter Kamal, mais nous avons 40 minutes à peu près. Et donc, le titre « Assume ta jeunesse », c'est bien lui qui vous révèle finalement au grand public avec une force et je dirais une audace inédite. Comment vivez-vous en fait ce moment-là, ce succès-là? Assume ta jeunesse, c'est venu de l'expérience des scènes de slam. Je faisais déjà énormément de... C'est ça que vous faites en fait avec le gong, non? Oui, c'est ça que je faisais avec le gong. Ouais. Je faisais déjà énormément de scènes de slam. Il y avait un public qui me connaissait, qui me suivait, qui aimait venir à nos scènes de slam. Puis à un moment, comme j'étais une grosse déception de l'université, parce que je me disais je ne pouvais pas continuer à étudier dans ces conditions-là. À ce moment-là, j'ai décidé de m'occuper de ma carrière et de vraiment faire du slam. Et j'ai condensé toutes mes colères. Vous avez abandonné? Bon, je dirais pas j'ai abandonné, puisque moi je m'instruis, je suis un autodidacte, j'étudie toujours, je vais à l'université, je suis inscrit dans combien de cours d'université en ligne, je m'instruis énormément. Donc avec un peu de colère? Donc avec un peu de colère, j'ai décidé de quitter ce système classique-là et de m'occuper de ma carrière parce que j'avais des choses à dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de professionnaliser ma carrière et de lancer justement Assume ta jeunesse. Le single, il était sorti. On ne s'attendait pas vraiment à ce que ça fasse un boom. C'était juste un jeune qui avait des choses à dire. Et ces choses à dire-là, je les ai balancées. Cela a fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se sont reconnues dedans. Et ça a fait Assume ta jeunesse et c'était le début de quelque chose. Alors, vous incitez pratiquement la jeunesse à casser les codes. Complètement. Complètement. Oui. Puisqu'après, vous lancez aussi ce que vous appelez, je crois... cerveau là. Oui, allume ton cerveau. Allume oui, ton oui. cerveau. Yeah. Alors, est-ce que vous avez l'impression, après 10 ans, que effectivement ces jeunes-là, bon, la jeunesse a saisi la balle au bon? Dans ma démarche artistique, c'était d'aller continuer l'œuvre des personnes comme Sankara, des personnes comme Kadhafi, mais dans une démarche artistique. Et pour ne serait-ce que continuer à faire vivre la flamme de nous, la flamme de ce que nous sommes, la flamme d'une identité pour pas qu'on puisse la perdre. Et je pense que comme toute génération, nous sommes dans un cheminement. Il y a des gens comme moi, il y en aura d'autres qui vont venir après,
pour continuer à créer cette conscience-là. Donc il y a énormément de choses qui sont arrivées, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et ces choses-là me font dire que nous sommes en train de construire notre paradigme et seul le temps sera notre témoin. D'accord. Donc vous êtes optimiste, vous avez... Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis dans les faits, je suis dans la réalité. Alors, je dirais que moi, quand je vous voyais de loin, j'avais vraiment peur de m'approcher de vous parce que vos positions, elles sont vraiment tranchées. C'est extraordinaire. C'est pas du tout ordinaire avec vous, quoi. Et comment, finalement, vous-même, vous pourriez vous définir? Est-ce qu'on parlerait d'un panafricaniste ou d'un révolutionnaire, comme j'ai commencé à le dire? Moi, je pense que tous les Africains ou tous les Afro-descendants devrait être panafricaniste. Parce que le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est l'union des Africains et des Afro-descendants de partout. Donc, en tant que noir, homme noir, parce que c'est une conscience de savoir qu'on est homme noir. Vous savez, il y a des gens qui ne découvrent qu'ils sont nègres que quand ils arrivent à Paris ou quand ils arrivent à Londres. Donc, en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, on ne peut que être panafricaniste. C'est ça la logique. Donc le panafricanisme qui est cette politique-là, cette doctrine politique, économique, sociale qui nous permettra justement de construire un paradigme en tant que nation et éviter cette balkanisation-là qu'on nous a imposée, le fait de dire Nigérien, Togolais, toi tu es Ghanéen et tout, de quitter ce paradigme-là qu'on nous a mis ne serait-ce que par l'éducation. Donc la seule chose qui peut nous sauver de ça, donc c'est vous le épousez un panafricanisme. peu le concept de paix à son âme. Comment il s'appelle déjà? Nkrumah, Kadhafi. Oui, voilà, Kadhafi. Oui, Kadhafi, oui, je pensais à Kadhafi. Complètement, parce que pour que nous puissions devenir forts, comprendre que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous pourrait nous diviser, il faudrait vraiment que nous puissions épouser cette vision-là de l'Afrique, de nous-mêmes, et tuer les langues barrières qu'on a mis entre nous pour véritablement faire vivre notre identité, parce que l'Afrique n'est ni francophone ni anglophone. L'Afrique est multilingue. En Afrique, vous rencontrez des gens qui parlent 10, 15, 20 langues. Moi, j'en connais une qui parle 60 langues. Elle parle toutes les langues depuis le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord du Nigeria. Donc, cette personne-là, on va dire qu'elle n'existe pas en la mettant dans une barrière du français. Le français ne parle qu'une seule langue. Alors que comparé à quelqu'un qui parle 60 langues, il est pauvre. C'est donc, ça. Je suis contre l'unicité de la vie, une façon unique de voir le monde. La vie est plurielle. Les gens sont différents. On doit être capable d'accepter la différence des autres, la façon de voir le monde. Moi, quand tout à l'heure, vous me dites que quand vous me voyez, vous avez très peur de m'approcher, je comprends les gens parce que ce que moi je dis est violent. Mais il ne faut pas que les gens oublient que ce que je dis ne sont que des faits. Donc, ce sont les faits qui sont violents. Lorsqu'on est dans la logique, on ne va pas dire que Kamal est violent. Non, quand je me suis rapproché de vous, j'ai compris que vous êtes quand même humain. Je constate des faits. Cool. Je constate des faits qui me choquent. Parce que ce que j'écris, parfois, ça me fait peur. Vous le dites aussi violemment. Non, je le dis parce qu'ils sont comme ça. Parce qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on puisse le dire. Comme le dirait Frantz Fanon qui disait les damnés de la terre, c'est violent. Mais est-ce que c'est parce que Frantz Fanon a dit les damnés de la terre, on ne va pas lire les damnés de la terre? Est-ce que parce que René Dumont a dit l'Afrique noire est mal partie, qui est un super bouquin que tout ministre de l'agriculture, de l'éducation en Afrique devrait lire? Est-ce que c'est parce qu'il a dit qu'on ne devrait pas le lire? Il faut qu'on puisse transcender, accepter la logique, ouvrir le débat et venir autour d'une table. Je veux connaître beaucoup plus Kamal. Je n'ai que 40 minutes, donc je vais évoluer sur mes questions. Donc, à un moment donné, vos prises de position font peur. Donc, vous avez été rappeur. Vous êtes passé donc au slam et c'est tout ça qui vous a valu votre titre d'artiste. Mais très rapidement, vous avez disparu encore du showbiz aujourd'hui. Moi, j'ai pas disparu. Ah, d'accord. Je suis toujours là. D'ailleurs, moi, je fais tout le temps des scènes. C'est ça, déjà, je suis un homme de scène. Je fais beaucoup plus de live que d'aller faire une chanson au studio et puis venir faire des clips. Moi, je suis tout le temps sur des scènes. Je suis tout le temps dans des conférences où on m'invite pour faire... Ah, donc j'ai tort. Oui, parce que... pas bien fait. Non, ceux qui disent ça ne sont pas là où il faut. Ah. Ceux qui disent ça ne sortent pas pour venir voir des spectacles. Donc, moi, je suis un homme de scène. Je ne suis pas dans... Votre dernier spectacle qui remonte à quand? Mon dernier spectacle qui remonte à la semaine passée. Ah, oui, et je suis invité dans des beaux lieux où il y a de la vie. Bon, vous êtes toujours dans le showbiz. Oui, je ne fais pas de la communication artistique. Vous savez, il y a des gens
qui ont leur business plan. Eux, ils existent en quittant le studio, après aller faire jolies vidéos, puis trouver des télés qui vont payer. Moi, je ne suis pas dans ce registre-là. Je suis un artiste libre et mon discours, il est libre. Donc, on n'a pas les mêmes concepts de la vision artistique. Vous voulez influencer, impacter, changer les choses, faire bouger les lignes. Voilà, ceux qui m'aiment, je ne suis délire. Ceux qui m'aiment payent ma musique, viennent m'écouter. Donc, j'ai mon public et c'est love, je force rien. Mais le showbiz béninois, vous avez quand même une petite idée dessus. Qu'est-ce que vous auriez voulu pour ce showbiz-là? Pour ce showbiz, déjà, on ne peut pas faire de l'art sans avoir des espaces d'expression d'art. Au Bénin, il n'y a pas de rencontre. Les gens ne se rencontrent pas. Ils ne se mélangent pas, ils ne vont pas vers l'autre. On n'a pas combien de scènes de spectacle on est méfiant. Voilà, parce qu'on n'a pas fait aussi les acquis de tous les mots que nous avons eus dans notre histoire sociale, politique. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'après 90, au lendemain de la conférence nationale, après avoir quitté le régime communiste, il fallait pacifier les cœurs au Bénin pour ne serait-ce que retirer certaines habitudes comme certains pays les blessures et autres. Comme ils l'ont fait en Afrique du Sud aussi. Donc, il faut pacifier les... Donc, cette méfiance-là est restée. Mais il ne faut pas parler à l'autre. L'autre est mauvais. Vous savez, toutes ces choses de la macaquerie... On n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des choses. Toutes ces choses de la macaquerie, ce que j'appelle le likpa, qu'on a cultivé. Donc, toutes ces choses-là sont restées et on ne l'a pas pacifié. Donc, ça fait que les gens... C'est vous qui le dites. Oui, les gens ne se connaissent pas. Donc, les gens sont likpa, non? Non, vous savez, parfois quand on dit les choses... Le groupe, il est coercitif. Non, vous savez, moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. Non, vous êtes dedans aussi. Oui, je suis dedans. Complètement, je ne m'extrais pas. Alors, dans la polémique du franc CFA, on vous a vu aussi réagir. Aujourd'hui, tout ça, ça a évolué. On parle de l'écho. Est-ce que vous avez l'impression que votre position, il a un peu évolué? Bon, le franc CFA n'était pas une polémique. Elle n'est même pas une polémique. D'accord. Et je n'ai pas réagi. J'ai été l'un des acteurs les plus influents de la lutte sur le franc CFA, donc notamment à travers tout ce que nous avons organisé avec l'ONG Urgence panafricaniste dirigée par le frère Kémy Seba. Nous avons été très actifs, ne serait-ce que pour internationaliser la problématique. Donc ce n'est pas une polémique, le français il est ce qu'il est, on va replacer les choses dans leur contexte. C'est une problématique que nous vivons depuis des générations qui handicapent les économies de nos pays. Donc par rapport à ça, pour nous, en tant que jeunes de nos pays, il fallait mettre la question sur la table. Donc comment est-ce qu'on faisait pour que les émigrants puissent se lever pour prendre conscience, ne serait-ce que cette monnaie que nous utilisons est un système. Et pour faire cela, nous avons décidé de faire comme Malcolm X le disait, internationaliser les luttes. Nous avons organisé des rassemblements des jeunes Africains sur toutes les places publiques simultanément partout en Afrique. On ne pouvait pas... Aujourd'hui, poser la question du franc CFA à un enfant, à un Zémidjan, il va vous en parler. Donc comprend. Ça, c'était notre mission. Une fois que nous avons réussi à atteindre réussir cette mission-là, cela a créé tout ce que cela a créé, comme vous avez pu... Le débat est arrivé, le débat a été créé, les scientifiques sont venus, les professeurs sont venus. Donc nous avons fait notre boulot en tant que jeunes. Maintenant, c'est une autre étape. Le temps nous donnera raison par rapport à cela. Alors, je reviens dans le monde du showbiz et vous-même, vous l'aviez avoué tout à l'heure, vous vous mêlez souvent de choses qui ne vous regardent pas. Et dernièrement, on a vu votre clash avec Amir, le gars du groupe Diamant Noir. Vous avez eu un clash et moi, j'aimerais bien comprendre les dessous de tout ça. Bon, déjà, honnêtement, je ne vais pas vous dire, je ne sais pas c'est qui. J'ai très bien envie de vous dire, je ne sais pas c'est qui. Mais comme je vous ai promis de vous dire, moi j'ai pas eu un clash. J'ai pas eu un clash. Je ne considère pas ça comme un clash. J'avais des choses à dire à un petit bourgeois. Vous savez, c'est qui le petit bourgeois? C'est une classe de personnes qui vivent dans une société qui ne sont ni riches et qui ne sont ni pauvres, mais qui sont frustrés d'ailleurs, et qui estiment que tous les autres, toutes les personnes leur doivent des choses, donc doivent se soumettre à eux. Et ce monsieur-là, il est dans cette classe-là. Donc j'avais des choses à lui dire, parce que moi, je suis dans une démarche qui ne l'attaque pas. Donc lorsqu'il va se moquer de moi publiquement, moi je lui dis, écoute gars, moi je te réponds.
Tu me dis les choses, je te réponds, parce que je ne suis pas dans le politiquement correct. Donc, j'avais des choses à lui dire. Et vous en avez profité. Ah oui, je n'estime pas que c'est un non, clash. Mais finalement, quand vous créez les polémiques, là, les clashs, comment est-ce que vous les vivez? Est-ce que vous allez sur votre page ou, enfin, vous lisez les commentaires tout au moins? Comment vous vivez ça? J'assume complètement celui que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Je l'assume. Et bon, ils sont ce qu'ils sont. De toute façon, nous vivons dans un environnement où il faut des gens comme moi qui doivent dire les choses. Donc moi, je dis les choses. Tant que les gens veulent discuter, ils sont les bienvenus. J'ai une table, il y a à boire, il y a de la bière. On parlera, il y a du tchoukoutou, il y a du tchapalo, et puis on va se fâcher. Et puis après, si les personnes veulent tout jouer des hommes, on peut s'embrasser. Alors, Kamal n'est pas seulement artiste, slammer, rappeur, il est aussi entrepreneur. Et maintenant, je vais vous revêtir ce manteau-là pour parler de votre projet, le centre culturel Bambou Numérique. Quelles étaient les motivations? Déjà, je suis un entrepreneur agricole. Ah. Voilà. Et quand je vous disais que je n'étais pas dans la communication artistique, moi, l'une des choses que j'ai fait, dont je suis le plus fier ces 7 dernières années, c'était de monter une ferme avec des amis d'enfance à Bégamin. Donc, on a monté une ferme qui fonctionne au nord. On produit à manger. On essaye de mettre de la technique, de la science dans l'agriculture. On essaye de passer du petit paysan à un paysan moderne qui prend le risque justement de la démarche agricole. Mais qu'est-ce que vous produisez? On produit de la pastèque, on produit des papayes. Vous pouvez voir sur... Parfois, je pose des images sur ma page Facebook. Donc, au niveau de Bambou Numérique, là, ce qu'on prend souvent quand on y arrive, c'est... Oui, il y en a qui viennent de la ferme. Il y en a, mais pour l'instant, on vend beaucoup. On vend énormément sur le marché de Parakou. Mais on vend surtout aussi notre papaye au Niger. Donc, on a nos façons, justement, de pouvoir satisfaire cette partie-là. Et moi, je me suis installé au nord parce que je suis un grand amoureux du Niger. Et je suis très connu là-bas. J'ai fait des spectacles de fou au Niger. Et je suis un grand amoureux aussi du Nord Bénin. Et vous pensez, comme certains le disent souvent, que la richesse est dans le champ, au niveau agricole? La logique économique... que la terre ne ment pas, c'est ce qu'on dit souvent? La terre ment quand tu es un menteur. Voilà, quand tu mens à la terre te mentira. Ça, c'est la plus belle des logiques. Mais dans la logique de l'économie, il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. Nous ne pouvons pas envisager un développement si nous ne suivons pas cette logique-là. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez des gens en ville, ils font quoi? Ils travaillent dans le secteur tertiaire, donc dans le dernier secteur. Et les deux autres secteurs, c'est-à-dire le secteur secondaire, l'industrialisation et le secteur primaire qui va sauver le paysan, qu'est-ce qu'on en fait? On l'a oublié parce que c'est un travail pénible et surtout aussi parce que, comme je vous l'avais dit, nous n'avons pas la culture de travailler ensemble. La plus belle des choses qui nous prouve que l'unité est une force, c'est l'agriculture. Donc moi, en tant qu'Africain, donc vouloir donner à manger aux miens et l'assumer, il fallait vraiment que je me prouve à moi-même que j'étais capable justement de réussir une démarche agricole. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps et que je continue de faire et que j'espère je vais pouvoir le léguer aux générations qui viendront après. Et ces choses-là, lorsque je l'entame, lorsque je le fais, j'arrive à un certain niveau où je me dis il faut que nous puissions créer les espaces de rencontre pour que le jeune béninois se rencontre. Et mon rêve a toujours été de mettre en place des bibliothèques. Et c'est ce que j'ai démarré depuis très longtemps, depuis le Champ de Foire, avec Bambou Numérique, parce qu'on voulait faire un centre culturel sur les places publiques. Je rêvais de construire des centres culturels où les étudiants se rencontrent, où le fonctionnaire se rencontre, où la vendeuse rencontre, où créer des espaces de rencontre. Donc, quand j'avais pensé à une place qui avait bercé mon enfance, qui était le Champ de Foire, qui est à Bégamin, là où j'ai grandi, on n'a pas réussi à finaliser le projet là-bas parce qu'on n'avait pas été compris. Vous savez, on vit dans un pays où on vous passe beaucoup plus de bâtons dans les roues qu'on vous permet d'évoluer. Donc, vous avez la médisance, toutes ces choses-là. D'accord. Oui, toutes ces choses. Mais bon, comme moi, je vous dis, mon paradigme, il est africain, donc personne ne m'arrête, je vais au bout. Donc, on a trouvé une autre façon de reconstruire Bambou Numérique et c'est ça qui est justement là où nous sommes aujourd'hui. On a une vue vraiment balnéaire sur...
quand on y va, souvent. Et vous êtes fiers de ce que c'est devenu, ce que vous avez aujourd'hui. Bien sûr, parce que notre pays est beau. Nous vivons, moi je suis tout le temps en vacances. Je vis au bord de la mer. Et quelle beauté en fait. Pourquoi rêver d'un autre pays? Donc c'est pour ça quand vous allez sur l'Instagram de Bamboo Numérique, vous avez de très très belles photos parce que nous misons sur cela. Nous avons un très beau pays, on a une très belle côte et on va pouvoir être capable de le mettre en valeur en construisant des espaces de rencontre, une bibliothèque, une école de musique, un café, un restaurant, D'accord, chers une plage, internautes, je etc. viens vers vous tout à l'heure pour votre show. Mais en attendant, je vais poser une dernière question à Kamal avant de venir à vous. C'est par rapport justement à toutes ces infos, en tout cas qui ont été qui ont circulé sur la toile. Vous avez des coups de gueule, vous avez eu aussi des coups de cœur. J'aimerais, puisque nous sommes à quelques heures d'une autre année, 2022, j'aimerais qu'on fasse rapidement un tour de vos coups de cœur, coups de gueule sur la toile. Durant l'année 2021, je veux dire. Il y en a tellement que moi-même, je ne pourrais pas m'en rappeler. Mais comme je suis avec toi, déjà, j'aimerais vraiment, l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'était justement la mort d'Eloi Dogo, qui est ce jeune-là qui a subi la vindicte populaire. Cela nous a ramené à une chanson que nous avons écrite il y a 11 ans, qui s'appelait Nana, qui parlait justement de la vindicte populaire. Cela m'a énormément touché et j'en ai parlé parce que j'estime qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut que nous puissions prendre en compte l'éducation populaire. Et ça, c'est complètement le rôle de tout un chacun de nous, l'éducation populaire, pour arrêter ces genres de choses-là. Cela m'a énormément touché et je ne pouvais pas ne pas m'indigner parce que ce n'est que ça, c'est de s'indigner pour ne vraiment pas être complice de ces choses qui arrivent là. Même quand vous parlez, vous slamez. Le show des internautes, c'est tout de suite. Alors, Kamal, il y a eu beaucoup de questions, vraiment beaucoup, mais nous avons essayé de sélectionner quelques-unes de ces questions. Malcolm Sa, c'est lui qui ouvre le bal, disons, avec cette question. Que s'est-il passé entre Kémy Séba et Kamal? Êtes-vous toujours le président au Bénin de l'ONG Urgence panafricaniste? Je ne suis plus le président de l'ONG Urgence panafricaniste, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un problème entre Kémy Séba et moi. Ce n'est pas parce que nous avons construit une démarche où après d'autres personnes doivent être capables de relayer. Donc je ne suis plus le président d'Urgence panafricaniste. J'ai d'autres démarches aussi dans lesquelles je suis très impliqué. Mais cela ne veut pas dire que la lutte que nous menons ensemble, nous ne sommes plus ensemble dans cette lutte-là. Et Koué Folie, il dit ceci: il y a quelques problèmes entre vos collègues artistes et vous. Moi, j'ai des problèmes avec personne. Pourquoi les gens ils pensent toujours que j'ai des problèmes avec personne? Vous êtes particulier. Je dis des choses. On n'arrive pas à vous cerner. Même moi-même là, pour cette émission-là, franchement, c'est pas facile pour moi de vous canaliser. Moi, je suis sincère. Je dis les choses. Cela ne veut pas dire que j'ai un problème avec les gens. Je dis les choses. Après, si des personnes veulent discuter, on a toujours une table et on va s'asseoir et on va discuter. Mais je dis les choses parce que je ne suis pas dans le politiquement correct. La question est revenue plusieurs fois. Oui. Ça veut dire que, franchement, il y a un problème à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de problème. Et en le disant, ils évoquent aussi, encore comme je l'avais fait tout à l'heure, Amir. Je vous ai dit, c'est un petit bourgeois, c'est une classe de la société qui pense que tout leur est dû. Donc j'avais des choses à lui dire. Cela ne veut pas dire qu'on a un problème. Mais si lui pense que j'ai un problème avec lui, alors j'ai un problème avec toi, négro. Davila Kenom, elle dit ceci. Elle, comme d'autres internautes, aimerait vous voir opiner sur la gestion du pays. Franchement, si j'avais lu cette question avant, peut-être que je ne vous aurais pas posé ça. Kamal, oui. Oui, vous allez opiner, non, mais dans les mots... J'opine toujours sur la gestion du pays. J'opine toujours sur ce que j'ai à dire, parce que la politique veut dire la gestion de la cité. Je ne me pense pas élément soustrait ou élément contraire de la gestion de la cité. Donc, tant qu'on parle de la gestion de la cité, on parle d'abord de ce qui me concerne, parce qu'on va prendre des lois pour moi, on va décider pour moi. Donc, cela me concerne, j'opine toujours sur cela. Et je n'arrête pas de le faire. Et qu'est-ce que... Oui, dites-nous. Oui. Ils veulent que vous opinez. De façon générale. De façon générale... Votre avis sur la gestion. De façon générale, je pense que notre pays aujourd'hui, il avance. Nous sommes dans une dynamique où
nous voulons faire en sorte de construire des infrastructures. Il y a des routes. Je suis très fier de pouvoir circuler dans Cotonou. Il y a une volonté. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin avait déjà été dit dans le programme justement de celui qui dirige le Bénin. Donc je ne pense pas qu'il est en train de faire quelque chose contraire à cela. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la réforme du système partisan, Talon, il avait déjà dit cela dans son programme bien avant. Et qu'est-ce que vous pensez des lois? Vous l'avez parlé des lois tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des dernières lois qui donc protègent beaucoup plus la femme? Parce que ça me tient à cœur. Oui. Je pense qu'on est arrivé à un moment où nous allons justement être capables de revenir à ce qui avait déjà été. Parce qu'il faut le dire, au Bénin, la femme a toujours été au cœur de la société et la femme est la société au Bénin. Malheureusement, et moi je vais vous tacler sur autre chose, c'est la morale judéo-chrétienne qui a fait que nous avons décidé de museler la femme, de l'enfermer parce que nous, parce que justement cette morale-là, si je veux creuser, je vais dire encore des choses qui vont fâcher les gens. Cette morale judéo-chrétienne qui a enfermé... Parce que moi je suis d'accord avec vous. Oui, cette morale judéo-chrétienne qui a enfermé la femme, qui a muselé la femme, et on a cru que, en fait, que c'est ça qui était la norme. Parce que si vous allez dans les couvents, si vous allez aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la question du viol, j'entends beaucoup de gens dire ouais, la culture africaine ne te permet pas de t'habiller comme si, de faire ça. Mais moi, quand je vais à Bukombe, là, au fin fond de Bukombe, les femmes sont nues. Est-ce que quelqu'un vient devant lui en disant ah, tu es nu hein, et ma troisième jambe est en train de se lever? Est-ce que quelqu'un vient dire ça? Non, parce que justement lorsque vous allez à Bukombe, on dit que la honte n'est pas dans la nudité. Moi, quand j'étais enfant, que j'allais nager à la plage Croix du Sud où il y avait énormément de cocotiers, quand j'allais nager, je voyais des femmes qui se déshabillaient, je me déshabillais, je nageais avec ces femmes-là. Est-ce que je venais dire ah, tu m'excites et tout, la morale judéo que tu n'es pas habillé et tout? Non, il faut que les gens arrêtent avec ça. La morale africaine n'a jamais dit à une femme comment elle doit s'habiller. C'est plutôt l'histoire de l'Europe que nous avons rattrapée dans les religions catholiques, les religions musulmanes, qui ont fait de la femme ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'elle est aujourd'hui, qui nous conditionne à penser que en fait c'est ça qui est la culture africaine. Nous sommes à quelques heures de 2022 et vos internautes vous attendent. Vous allez nous faire un beau slam et on va terminer avec ça. Je vais plutôt vous lire un petit texte que j'aime beaucoup lire lorsque les périodes de fête arrivent. Donc je vais regarder la caméra là. Oui. Place ton futur entre tes propres mains, car elles sont les seules bonnes mains à même de le construire comme tu le désires. Si tu fais demain ce que tu aurais pu faire aujourd'hui, tu obtiendras demain ce que tu peux obtenir aujourd'hui. Et pour cela, il faut commencer. Commencer quelque part, commencer petit, mais commencer. Et en restant toi-même, tu seras vrai et vrai. Tu ne pourras être qu'honnête et les gens te feront confiance. Et ce faisant, tout ton être est en accord avec toi-même et tu deviens source d'amour, source de joie et de paix. Et tu deviens positif. Sois déterminé chaque matin au réveil. Le soir, en te couchant, tu ne peux qu'être satisfait. Aime-toi à la folie, aime-toi totalement, libère-toi des personnes, des situations qui baissent ton énergie. Le premier pas vers l'amour propre, c'est l'égoïsme. Ris de la vie, trouve toujours une raison de rire, car le rire est la preuve de la vie. Nous ne sommes pas patients et chaque fois que nous serons patients dans un moment de colère, nous éviterons les regrets. Le bonheur consiste à dire non à ce qui nous stresse. Avec amour, humilité et humanité, tu iras loin. Ne dis jamais « je ne peux pas » car tes limites sont avant tout tes propres peurs qui souvent ne sont que des illusions. N'abandonne jamais, prends la vie au sérieux mais pas trop car tu n'en sortiras pas vivant de toute façon. Ne force rien, donne toujours le meilleur de toi, même ce qui doit sera. Il y a des gens qui luttent pour rester en vie, donc bénis toujours l'Éternel et la force suprême, l'énergie suprême. Essaie toujours de faire ce que tu aimes et tu seras un esprit libre. Et si en plus tu aimes ce que tu fais, tu seras heureux. Ne va pas trop loin pour ceux qui ont fait le choix de n'aller nulle part, mais à la porte des gens qui te sont toxiques. La colère est juste, mais la transporter toute sa vie est un handicap. À un moment, il faut lâcher prise malgré les larges épaules. Aucune réussite n'est définitive, encore moins un échec. Il faut simplement avoir le courage de continuer. La théorie et les intentions sont belles. Il est lent, donc je pourrais
le mettre en ligne. J'aimerais vraiment que les internautes et tous ceux qui nous regardent prennent ces paroles-là comme un chemin tout au long de l'année 2022. Mes meilleurs vœux. Oui, voilà. Allez-y. Non, mes meilleurs vœux, simplement. Oui, c'est ça, mes meilleurs vœux également. On va se retrouver en janvier 2022. D'ici là, fêtez très bien. Et n'oubliez pas, demain, c'est la fête, mais en même temps, vous retrouverez cette émission sur BB24 à partir de 16h. J'espère que vous avez aimé et bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Les anges sont blancs. Ferme les yeux quand tu pries, efface cette image de colonisé. Je suis un pharaon. Moi, je m'en fous de votre système. Je ne suis pas un colonisé. Enseignez à mes géniteurs ce qui les endort pour mieux les utiliser. Emmerdez le prêtre qui vous dit que seul le pauvre entrera au royaume des cieux. Moi, je ne suis pas ce colonisé. En vérité, je suis un insatisfait. Accusé du doigt, pour ne pas dire jugé du regard. Comment voulez-vous que je vive comme un homme si dans votre système je suis sans cesse le marginalisé? Et on nous endort dans les églises, dans les écoles. Laisse-moi te dire que leurs discours sont des somnifères. La parole est un pouvoir, ils savent s'y faire. À force d'avoir mal, j'écris à l'encre de larmes. Cette indépendance est un leurre, leur gourmandise a une tranchante lame. Refuse l'impérialisme, jeune homme, sois digne. Ne te mets pas en complicité avec eux sur une mauvaise ligne. À force de vivre, ils te diront que tu ne peux pas. Voué à l'échec, je me rappelle quand le prêtre à l'école catholique me le disait. Et on ne nous enseigne même pas. Ceux que tu admires te jugent. Sais-tu ce que ça représente quand ton professeur te dit que tu es un échec? Je le jure, je ne suis pas un opportuniste. Apprenez les valeurs dans les écoles, car le corrompu et le corrupteur viennent de là-bas. Et tu te laisses faire, à force de te perdre. Regarde comment les docteurs en économie vident ta poche. Et tu te cherches dans un pays qui ne te trouve pas. Déboussolé, bientôt tu vas perdre le nord, jeune homme. Comment veux-tu étudier que le ventre affamé? Et regarde-toi, espèce de colonisé. Tu te nourris d'un espoir lâche, caractérisé par ce sale chômage. Laisse-moi te résumer ton avenir sur une seule page. C'est faux, tu te mens. Leurs enfants étudient à l'étranger et toi tu étudies dans la mendicité. Et puisque tu n'es qu'un aveugle permanent, tu acceptes. Ta mère te dit que c'est le patron. On lui parle avec respect. Parle avec respect, parle avec respect. Et lui se fout de votre ignorance et de ta jeunesse. Comment voulez-vous qu'on avance quand des petits hommes ont le monopole du pouvoir? Décide pour le ventre, pas pour toi, pour ne pas que tu puisses voir. En t'abruti, tu restes dans le noir. Tu ne connais même pas la loi, ignore totalement ce qui représente tes droits. Pourtant tu dois te lever avec moi pour qu'ensemble nous puissions dire non à ceux qui se prennent pour des rois.